Alors pour intervenir lors de cette toute première séquence, nous avons Aurore Lalucq. Bonjour Aurore, députée européenne Place Publique, et Dominique Potier. Dominique qui est à la fois député de Meurthe-et-Moselle, secrétaire national à l'agriculture durable et à l'alimentation, et donc en plein débat en ce moment à l'Assemblée sur la loi climat. Donc merci d'être présent ce soir. D'ailleurs, Dominique, tu es à l'Assemblée en ce moment sur cette fameuse loi climat. Est-ce que tu peux nous dire quels sont l'objet des discussions, comment ça se passe et ce que tu en penses ? C'est une loi un petit peu fourre-tout qui provoque une immense déception par rapport à la promesse qui avait été faite par le président de la République, mais également à l'attente qu'avait exprimée la Convention citoyenne. On peut dire que c'est une loi de petits pas, de bricolage, là où il faudrait un grand chantier. Et on n'a pas d'architecte, on n'a pas d'artisan, on est vraiment dans des ateliers de bricolage. Donc on n'est pas au rendez-vous, on est en colère et on le dit, et on fait des propositions. Et le document que propose le PS ce soir est sans commune mesure avec le récit politique qu'on nous fait dans cette loi climat. Alors on fait ce qu'on peut, mais comme le dit Boris Vallaud souvent, parfois il y a pire que de ne pas faire, c'est de faire semblant. Donc on essaye de dévoiler l'imposture de cette loi. Alors justement, tu parles de ce document dont je rappelle la publication à partir de ce soir. Tu as participé avec un groupe de travail à la rédaction, et le premier chapitre parle d'un nouveau pacte social-écologique. Tu peux nous donner un peu, déjà peut-être au début de cette séquence, les grands axes de ce nouveau pacte? Qu'on travaille sur les questions d'industrie, de nouvelles industries, qu'on travaille sur l'habitat, qu'on parle aménagement du territoire, qu'on parle coopération internationale, agriculture, et qu'à chaque fois on le fasse sous le prisme de l'écologie. À chaque fois, je me dis que c'est la gauche qui a les réponses. Et que dans la grande tradition social-démocrate, il y a les réponses. Parce que tous les sujets qu'on a à traiter, ils nous invitent à une vision à la fois enracinée dans nos territoires, nos entreprises, nos communautés humaines, mais avec une vision universaliste, qui est vraiment l'ADN de la gauche. Le vrai universalisme, c'est celui de penser planète, de penser une seule santé, de penser la communauté humaine, la maison commune. Ça, c'est dans l'ADN de la gauche. Le deuxième élément, c'est la question du partage. On ne fera pas la transition écologique sans partager les richesses, sans partager la valeur dans nos nations, mais également entre nos nations. Et puis le troisième élément, c'est celui de la planification. Le marché est aveugle, le marché est impuissant. Donc il faut retrouver une puissance publique, une capacité à agir, à nous projeter dans le futur. Et j'aime cette formule. Boris toujours parle d'une odyssée, moi je parle d'une épopée. La transition écologique, ce n'est pas forcément un truc triste, ce n'est pas du renoncement, ce n'est pas une régression. C'est un nouvel art de vivre, c'est un nouveau modèle de développement, ça peut être une aventure extraordinaire, à condition qu'on pense planète, qu'on pense partage et qu'on pense puissance publique. Merci Dominique. Alors Aurore, est-ce que ces propositions, ça fait écho à ton travail et au débat qui se déroule au niveau européen ? Et la question du remplacement du pacte de stabilité, est-ce qu'elle est posée ou pas vraiment ? Alors déjà, ça fait écho sur le fond à effectivement ce qu'il faut faire. Ça a été parfaitement résumé par Dominique avec des citations de Boris, apparemment, qui est au cœur de ce débat sans y être encore. Mais oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la question écologique, c'est fondamentalement, à mon sens, une question de gauche. Parce qu'à partir du moment où on dit qu'on ne peut plus croître indéfiniment dans une planète qui est limitée, ça pose la question du partage des richesses. Et la question du partage des richesses, la question de qui produit, comment on partage, c'est fondamentalement une question de gauche. Ça, c'est un premier point. Ensuite, au niveau européen, les lignes ont bougé, plus que l'on ne croit, mais moins que ce que l'on voudrait dans l'idéal. C'est-à-dire que la Commission a vraiment fait un bon diagnostic de l'état de la planète et de pourquoi il faut changer. Après, on n'a pas un changement de logiciel encore. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas justement à définir ce que Dominique a dit, c'est-à-dire qu'il faut que la puissance publique soit très présente et ça va se définir clairement dans des politiques publiques. On n'y est pas en termes de montant, on n'y est pas en termes de politique publique et surtout sur la question sociale. C'est vraiment le parent pauvre du Green Deal au niveau européen, ça manque de social. Après, une fois qu'on a dit ça, qu'on regarde ce qui se fait au niveau des nations, moi qui suis très critique du Green Deal européen, je me dis que finalement, on est quand même un peu mieux lotis au niveau européen qu'au niveau national, notamment avec la loi qu'on a aujourd'hui ici. Et puis je finis sur le pacte de stabilité et de croissance, les fameuses règles budgétaires. Oui, il faut les changer. Elles sont en train d'être changées aujourd'hui.
Après, est-ce que ça va être la grande réforme? Malheureusement, je ne le crois pas, mais on espère que l'administration Biden, qui est en train de faire bouger les lignes, va nous permettre de pousser un peu mieux tout ça. Alors toujours dans ce document, il y a deux notions sur lesquelles on voulait vous entendre tous les deux. D'abord celle de bouclier social écologique, et puis une deuxième notion, une deuxième proposition en tout cas, sur l'ISF vert. Alors peut-être pour ceux qui ne sont pas au courant de toutes ces thématiques, c'est quoi le bouclier social écologique et c'est quoi l'ISF vert? Le bouclier social écologique, c'est faire de chaque personne, de chaque citoyen, un acteur de cette transition écologique. Ce n'est pas possible aujourd'hui avec, d'une part, des privilégiés, des hyper privilégiés, fruits d'un hypercapitalisme, qui sont des véritables prédateurs sur les ressources de l'humanité, et puis de l'autre côté, 10-20% de notre société qui est dans l'incapacité à changer de mode de vie, l'isolation de son logement, une alimentation de qualité santé, une mobilité durable. Donc c'est cette double injustice des privilèges et de la pauvreté qu'il nous faut combattre. Et l'enjeu est capital puisque nous consommons actuellement 12 tonnes de carbone par personne. On sait qu'en 2050, si on veut survivre, il faut être à 2 tonnes. Et ça, c'est à l'échelle chez nous. À l'échelle de la planète, 1% des êtres humains consomment autant de CO2 que 50% de l'humanité la plus pauvre. Donc le saut quantitatif et qualitatif dans le changement à faire passe inéluctablement. Et de façon inéluctable, il y a un lien indéfectible entre la dignité humaine et la sauvegarde de notre maison commune. Et ça, c'est l'arc de la gauche. Il doit être sur le comment on fait ça. Je vais vous donner un seul chiffre. Si on a étudié à l'Assemblée, on l'a poursuivi au Parti Socialiste et à la Fondation Jean Jaurès, le fait que si on redistribuait 1% des revenus au-delà d'un facteur 10 ou 12 du SMIC, on aurait la capacité à augmenter de près de 10% le pouvoir d'achat en dessous du revenu médian. Et sans cette répartition nouvelle, nous sommes absolument incapables d'engager la transition écologique. Donc oui, l'ISF vert d'une part, mais également le facteur 12 dans les salaires et plein d'autres innovations permettent à toute une société plus fraternelle, plus égalitaire, d'être plus créative dans la transition écologique. Encore une fois, de faire de ce qui apparaît aujourd'hui comme une gêne ou une régression, une épopée partagée. Alors, Aurore, toi, tu es économiste. Et est-ce qu'on peut vraiment changer de modèle si on ne change pas les indicateurs? Je pense par exemple au PIB, qui est un étalon de réussite aujourd'hui. Est-ce qu'il doit rester central? Non, il faudrait changer d'indicateur. En fait, un indicateur, c'est fait pour indiquer. C'est fait pour dire si les politiques publiques vont dans le bon sens ou pas. Et effectivement, au moment où le PIB arrive, c'est sous Roosevelt au moment d'une crise financière, c'est en 1944 en France, c'est-à-dire c'est des moments où on a besoin de savoir si d'un point de vue matériel, on est en train de produire ou pas, parce qu'il y a un vrai besoin de développement matériel. Sauf que là, l'enjeu, c'est plus ça. C'est le partage des richesses, parce qu'on a énormément, en fait. Certains ont trop, comme Dominique a pu le dire, certains n'ont pas assez. Donc c'est le partage des richesses, et c'est notre biosphère, si vous voulez. Donc il faut absolument... Il ne s'agit pas de se débarrasser du PIB, on le garde, mais il faut juste le remettre à la place, ce bon vieux PIB, et lui dire qu'il doit respecter lui aussi les limites de la biosphère et contribuer à la lutte contre les inégalités, la pauvreté. Donc en fait, c'est un débat qui peut paraître à la fois anecdotique, à la fois très technique, et en fait, il est essentiel parce qu'en plus, il structure nos imaginaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si on nous dit qu'on n'a plus de croissance, on est en panique. On se dit on n'a plus de croissance, on ne va plus avoir d'emploi, on va avoir une augmentation de la pauvreté, etc. Et en particulier dans des moments de crise comme on vit en ce moment. La croissance, elle n'est jamais autant désirée que quand elle a disparu, en fait. C'est vraiment, on va s'y rattacher aussi parce qu'on a un attachement émotionnel, finalement, à la croissance du PIB, parce que pour nous, c'est les 30 glorieuses. C'est un moment où, mine de rien, il y a toute une catégorie de la population qui arrive à avoir accès à un certain type de logement, à l'eau courante, etc. Et ça, il ne faut pas le négliger, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, au lieu d'aller vers la croissance verte, qui, à mon avis, est une utopie, au lieu d'aller vers la décroissance, qui, à mon avis, n'est pas pertinent parce que ça garde la croissance du PIB au cœur, eh ben ouais, il faut juste se dire qu'on a besoin d'autres indicateurs. C'est un changement de lunettes qui nous permettra vraiment de changer nos politiques publiques. Alors, sur ce... Dominique, vas-y. Non, mais je suis tellement heureux de ce que dit Aurore que j'ai envie de rebondir. C'est les travaux que nous menons également à l'Assemblée comme socialistes, et c'est des indicateurs. Vous savez qu'il y a l'indicateur
environnemental, il progresse aujourd'hui. Si on n'y colle pas l'indicateur social, ça colle pas. Vous mesurez la performance environnementale du textile, industrie la deuxième la plus polluante au monde. Si vous ne mettez pas un indicateur sur le travail des enfants ou le travail forcé, vous êtes planté parce que vous fabriquez de la misère qui fabrique du désordre écologique. Donc tout se tient. Idem pour les produits importés qui provoquent de la déforestation. On doit prendre la question. C'est également la pauvreté qui fabrique la déforestation dans l'Amazonie. Donc il nous faut traiter la question sociale et écologique dans les indicateurs de la même manière. Et pour l'instant, nous ne sommes pas entendus par la majorité actuelle qui fait du greenwashing autour du carbone, mais qui oublie tous les autres compartiments, notamment comment on refait ou on défait la société. Moi, j'insiste beaucoup. On doit même être capable demain d'avoir une RSE par entreprise qui inaugure ce qu'on pourrait appeler une nouvelle comptabilité de l'entreprise. Et c'est un acte non seulement de transition écologique, mais de transition démocratique. Parce qu'aujourd'hui, on a 31 milliards de pubs, une sorte de servitude marchande que payent les Français tous les ans. Et puis de l'autre côté, on a quelques milliards pour la santé publique, sa promotion, quelques centaines de millions à l'ADEME pour faire la transition énergétique. On n'est pas à la hauteur. Il faut remettre un langage commun. Ce langage commun, c'est ce qui va donner à chaque citoyen la capacité, comme consommateur, comme épargnant, le levier extraordinaire d'une vraie épargne verte et éthique, mais également comme collaborateur. Je pense à la génération climat qui n'a pas envie de bosser pour l'esclavage moderne ou les paradis fiscaux. Il faut leur donner des indicateurs de ce qu'est la vérité de notre société et de l'économie. Il faut rétablir ce dialogue, et ça, c'est de la démocratie. La transition, elle passe par la démocratie. Alors, l'idée, elle fait son chemin, puisque, comme vous le savez, on pose des questions, on fait des petits sondages préparatoires sur les réseaux sociaux à ces débats. Et sur la question êtes-vous favorable au remplacement du PIB par des indicateurs de développement durable, le résultat a été pour 72% contre 28%. Donc, c'est à la fois beaucoup de gens qui semblent être convaincus de ce que vous dites là, et puis une petite minorité à convaincre encore. Allez, en conclusion de chaque table ronde, on va donner 1 minute à nos invités pour dire quelle est la proposition qui leur semble, dans celle que nous avons émise, la plus structurante ou celle qui fonde chez vous le plus d'espoir. Peut-être Aurore pour commencer ? Eh bien, la question des indicateurs, on va rester là-dessus. Et je vais rebondir sur ce qu'a dit Dominique, aussi parce que c'est un enjeu démocratique. Décider de ce qui compte, c'est un choix de société. Et aujourd'hui, on est confronté à ça de manière encore plus cruelle avec la crise du Covid, parce qu'on se rend compte que ce qui compte, c'est quoi ? C'est d'avoir des hôpitaux qui fonctionnent, c'est d'avoir des soignants dévoués, plus que dévoués même, des enseignants dévoués aussi. C'est en train de remettre un peu... on est en train, avec cette crise, de se rendre compte, malheureusement, de manière très forcée, de ce qui compte pour nous. Et donc ça, la question des indicateurs, c'est vraiment un sujet très fort, en fait. Il ne faut pas le lâcher. Et on ne le lâche pas, nous, au niveau européen, par exemple. Merci. Dominique ? Allez, 3 points rapidement dans la minute. On avait dit 1. 3 en 1. Alors, le premier, c'est le moment de défendre un nouveau multilatéralisme. Il faut repenser le monde autrement. Biden aux États-Unis nous en donne peut-être l'opportunité. Il faut rebâtir un dialogue Europe-Afrique. Il faut dialoguer autrement sur le plan transatlantique. Il faut inventer une nouvelle génération de contrats commerciaux. Bref, il nous faut réinvestir le multilatéralisme. C'est la solution, ce que j'appelle une souveraineté solidaire au lieu d'une mondialisation sans foi ni loi ou du souverainisme et du protectionnisme. Il nous faut inventer cette souveraineté solidaire. Ça, c'est l'échelle planète. 2, c'est la question des transitions dans nos sociétés. Partout où il y a des territoires et des ouvriers menacés, on résiste à la transition écologique. Et comme elle est inéluctable, il faut que la société et l'État soient l'acteur de cette transition. Quand on a organisé la fin de la paysannerie, on s'en est donné les moyens et on l'a fait de façon humaine pour faire la transition d'une civilisation paysanne à une société industrielle. Aujourd'hui, pour faire la transition vers une société écologique et qui survive, il faut organiser la transition des métiers. Ça suppose un État puissant qui organise des solidarités, des transferts de compétences et de valeurs, bien entendu. Enfin, pour terminer, une bonne nouvelle. Partout où on partage, ça va mieux. Partout, je travaille beaucoup sur le partage de la terre aujourd'hui, que ce soit dans nos territoires ruraux ou à l'échelle de la planète. Quand la terre est partagée, il y a de la prospérité écologique, économique et sociale. Partout où elle est accaparée, on fabrique des dictatures et on fabrique de l'ultralibéralisme, on appauvrit la société et on appauvrit les sols. Donc tout ça va ensemble et c'est notre combat, c'est le combat des socialistes pour le XXIe siècle. Merci Dominique, merci Aurore. Merci.